bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vague de colère après les violences et agressions sexuelles perpétrées sur 2 fillettes en Konsamba. Et l'on constate qu'en succombant à ces actes ignobles, le décès tragique de ces enfants met en lumière la multiplication des viols sur mineurs au Cameroun et 70% des bourreaux se recrutent au sein des familles. Ce soir, une série de reportages brise le tabou sur un fléau social qui déchire des familles et détruisent la vie de nombreuses jeunes filles au Cameroun. L'insécurité, la pression fiscale et les tracasseries administratives continuent de plomber le développement du secteur privé au Cameroun. Même la plateforme réunissant le gouvernement et les opérateurs économiques peine à impulser la réforme structurelle tant attendue. 9 ans après sa mise en place, le Cameroun Business Forum essuie des critiques de la part des hommes d'affaires du secteur privé au Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la consternation et la colère en Konsamba, mais aussi dans le reste du Cameroun, après le décès tragique de 2 fillettes. Selon leur famille, elles ont succombé à des sévices sexuels de la part de leur oncle. Des questions, une scène tragique qui suscite la colère des populations. Le récit des faits avec Cyril Diemba et Gladys Sidé. La ville de Konsamba pleure, Moyo Pachana Kilian et Bianda Estrella Noëlla. Âgées respectivement de 6 mois et 7 ans, les fillettes auraient succombé après avoir été abusées sexuellement par un membre de la famille à qui on avait pourtant confié leur garde en l'absence des parents. Je respire d'abord. Il y avait 2 enfants là-dedans. La maman était en train de faire manger pour donner aux enfants et aller à l'enterrement. Là maintenant on appelle la maman disant que voici l'enfant qui a chuté, l'enfant est tombé. L'enfant chiait et l'enfant vomissait. Là voilà, elle sort subitement, elle porte l'enfant pour l'hôpital. À peine arrivée, voilà l'autre encore chute. Les mêmes symptômes. On pose le second enfant pour l'hôpital encore. En arrivant à l'hôpital, il se faisait d'attente pour la petite. L'enfant est mort, on est rentré avec elle. Et l'autre, on a laissé ce coup d'observation parce qu'on se disait qu'avec les médecins, ça pouvait mieux aller. Ici, la mère de Bianda Estrella Noëlla, la fillette de 7 ans. Elle avait confié sa fille à sa sœur aînée et faisait de temps à autre le déplacement pour Konsamba. Il est venu au deuil là en face. Il est au deuil en face. Ma grand-sœur l'a laissé à la maison, il est parti à la veiller. Et là, il est resté gourguer les enfants. Il les a sodomisés. Ma grand-sœur rentrée la nuit, elle a vu le sang sur lui. Elle s'est dit que comme c'est un PD, elle ne connaît pas où il est parti, donc il a fait ces choses. Elle ne peut plus imaginer qu'il devait toucher les enfants. Elle n'a même pas pensé aux enfants parce qu'elle est rentrée, elle a vu les enfants. Les enfants étaient couchés. Les enfants étaient en train de dormir. Elle ne peut plus imaginer, mais elle a vu le sang sur lui. Elle aussi porte les enfants, mais elle a fait de son côté. Le père de Kilian, 6 mois, était hors de la ville quand le pire s'est produit. Il n'en revient toujours pas. Je suis vraiment très touché. Par rapport à ça, vraiment, je n'ai rien à dire. Je laisse tout entre les mains de la justice. Ce décès tragique de 2 fillettes survenues en Konsamba soulève une vague d'interrogations sur la présence des bourreaux au sein des familles. Selon des psychologues, 70% des bourreaux se recrutent au sein des familles et très peu de ces familles en parlent. Un véritable tabou au quotidien que nos reporters ont tenté de démystifier dans ce reportage. Faral Bounia et Julingue Nyongde. 2 fillettes sodomisées à mort par leur oncle. Selon l'entourage familial, cette histoire qui défraie la chronique dans la ville de Konsamba depuis le 10 mars dernier est loin d'être considérée comme un fait divers. Non, rétorquent les psychologues. Il s'agit plutôt d'un crime sexuel ou même de la pédocriminalité. C'est inacceptable de considérer ça comme un abus parce que c'est une atteinte grave à l'intégrité, à la vie d'autrui. En l'occurrence ici,
on ne peut pas parler d'abus sexuels. Ce sont des crimes sexuels. Et puisqu'il s'agit d'enfants victimes, ici dans notre jargon on va appeler ça de la pédocriminalité. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire ça? C'est vrai que des états, peut-être la drogue, peut-être des influences, comme malheureusement dans notre société, les personnes s'assujettissent à des obédiences, à des allégeances difficiles à expliquer ou à comprendre, pourraient pousser les gens à faire ça. La pédocriminalité prend une courbe inquiétante au sein de la société camerounaise, selon le psychologue. Ce dernier affirme d'ailleurs que 70% des bourreaux sont des proches des victimes. Et les bourreaux sont dans les familles, ça concerne à peu près 70% des cas. Et donc, les victimes ici sont des personnes vulnérables, souvent les enfants. Les enfants ont quelque chose de tout à fait positif, c'est-à-dire la naïveté qui consiste à faire confiance aux adultes. Malheureusement, les esprits retors des adultes en abusent et en profitent pour contrecarrer maintenant cette crédulité, cette naïveté de l'enfant et en faire quelque chose qui va détruire leur existence. Comment donc survivre à une telle situation? L'expert recommande une aide psychologique, même si les conséquences peuvent parfois être terribles. Ici, on sait que le niveau des traumatismes qui sont endurés par ces victimes-là est tel qu'il faut s'attendre à une évolution psychologique, personnelle et sociale totalement instable. Les parents, à qui incombe la plus grosse responsabilité dans la prévention de ce type de scandale, sont appelés à inculquer les notions de pudeur à leur progéniture, mais aussi de recommander à ces derniers de briser le silence afin de dénoncer tout acte tendancieux qui serait porté à leur endroit. Que se passe-t-il à la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun? Des éboueurs ont observé un mouvement d'humeur ce matin et dénoncent plusieurs mois de salaire impayés et leur non-affiliation à la CNPS. Reportage Nadine Wangfo et Isabelle Carole Zoupet. Les employés de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun sont en colère. Ils ont entamé aux premières heures de ce lundi un mouvement de grève à l'esplanade de leur direction générale, si au quartier Terminus dans l'arrondissement de Douala 3e. Ces grévistes revendiquent des mois de salaire impayés et plusieurs autres droits sociaux comme la couverture sanitaire. C'est comme nous revendiquons, nous voulons nos salaires. En dehors de nos salaires, on ne veut plus rien. Et en tout cas aussi, ce que je peux vous dire aussi, nous sommes comme ça, les assurances, maladies, rien. Les hôpitaux même ne parviennent même plus à nous regarder. Sur le site, tout est aux arrêts et l'entrée de la société Isacam bloquée par ces grévistes. L'activité de ramassage des ordures est ainsi paralysée. En clair, ces employés en colère n'entendent plus rester les bras croisés face à ce qu'ils estiment être une injustice de la part de leur directeur général. Nous, on veut que le directeur général vienne nous dire qu'il y a salaire. Tout cela va aller dans les normes. En commençant d'abord que la mutuelle, d'abord notre argent qu'on a d'abord cotisé. Par ce mouvement d'humeur, les grévistes espèrent une prompte réaction concrète de la part de leur employeur. Vous n'avez peut-être pas oublié le décès tragique de Monique Matékel à l'hôpital La Quintini de Douala, cette dame qui cherchait à mettre au monde des jumeaux et qui a été éventrée à ciel ouvert par des mains non expertes. Le gouvernement avait promis d'accompagner sa famille, elle qui était le seul pilier de ses enfants et de sa mère. 2 ans après, rien n'a changé dans leur quotidien. Aucune promesse n'a été tenue de la part des pouvoirs publics. C'est un reportage que signe Flavien Valondongo. Nous sommes ici au domicile de la famille de la défunte Monique Matékel. Vous vous souvenez de cette dame qui a été éventrée à Montevision à l'hôpital La Quintini. Souvenons-nous encore, c'était le 12 mars 2016. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire, un triste anniversaire pour cette famille
qui depuis les premières heures de cette matinée ne cesse de penser à cette jeune dame qui était tout, ou presque tout, pour cette famille. Rien n'a changé, après toutes les promesses qui ont été faites par les autorités administratives qui sont passées ici. Personne n'a fait signe de vie. Personne, même les visites, rien. Comme ils se sont séparés là, c'est tout. La maman de Monique Matekel n'a pas changé de domicile. Elle continue d'occuper la bâtisse en matériaux provisoires. Pourtant, sa réhabilitation faisait partie des promesses des pouvoirs publics qui l'ont visitée au lendemain du drame. La même maison, comme vous avez laissé là, comme vous avez trouvé comment elle était, c'est ici que Monique a grandi. D'où il y avait le deuil de Monique, c'est ici. Vous avez vu la même maison, vous avez trouvé un changement. C'est toujours la même maison. Plus grave, les enfants laissés par Monique Matekel n'ont jamais bénéficié de l'attention des autorités administratives. Le gouvernement n'a rien donné, quelque chose d'aide à l'enfant, aux orphelins. Rien, même à la mère de Matekel. Rien jusqu'à nos jours. 2 ans après, cette famille est aux oubliettes. L'éducation scolaire des enfants de la défunte Monique Matekel reste soutenue par la diaspora. Ces Camerounais vivant à l'étranger sont restés constants. À la faveur du 10e anniversaire de la mort de Monique Matekel, toute une réflexion a été abordée à travers les membres de l'association Le Plan Monique. Il n'y a qu'un groupe, les affaires de Matekel, ils sont en Belgique. Ils sont eux qui payent l'école des enfants. C'est les Camerounais, non? Ils ont créé une association en Belgique. Celui qui est président là-bas, il s'appelle Jules Tatu. Le projet de l'association Les Enfants de Monique, les Fous de Cœur. Et les Fous de Cœur d'ailleurs, c'est pour refléter notre état d'esprit. Parce que c'est ce dynamisme-là, cette folie-là qui nous anime. Vous avez vu les membres ici aujourd'hui, ils sont partis de la Belgique, payés leur billet d'avion, pris des vacances, abandonné leur famille pour venir pour un devoir citoyen. Les circonstances du drame qui a fait le tour du monde et ce que le gouvernement camerounais peine à quitter l'esprit de la gente féminine. Comment se déroule la campagne électorale pour les sénatoriales 2018? En regard du collège électoral, l'ambiance est plutôt timide dans les états-majors des partis politiques engagés dans la course pour les sénatoriales 2018. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. La campagne électorale pour les élections sénatoriales entre dans le vif du sujet. Sur le terrain, les partis politiques sont de sortie. En Balmayo, le RDPC, conduit par son secrétaire général adjoint et d'autres têtes couronnées, s'est réuni pour fixer la ligne de conduite à tenir. Le discours ne fait pas l'économie de la rudesse. Le vote des conseillers municipaux pour les sénateurs, contrairement aux autres votes, est un vote obligatoire. Certains s'amusent à voter contre leur propre camp. Les 159 conseillers municipaux doivent donner 159 voix à l'élection des sénateurs du centre. Quelques explications sur les sujets qui fâchent sont aussi convoquées. Qu'on ait choisi une femme et que cette femme, qui est une femme d'union et sourde, pourrait donc être sénatrice, elle n'a pas demandé, elle n'a pas comploté contre son frère n'a pas comploté contre elle, voilà ce qu'il faut retenir, et non pas d'inventer des choses que nous ne savons pas. Loin s'en faut, les candidats ne sont pas caressés dans le sens du poil. Le RDPC prend en main la campagne de ses candidats. Mais ça ne signifie pas que le candidat n'a plus rien à faire. Et le candidat doit se donner à fond dans la campagne électorale. Côté UPC, c'est aussi la mobilisation. On va doucement, c'est-à-dire comme un moteur diesel. Comme dans d'autres partis, ce n'est pas l'effervescence. Nous parlons plus, c'est stratégique. Ça a commencé. L'UPC est partie prenante. Il a commencé sa campagne comme les autres partis politiques. Les candidats, eux, se disent motivés. Pour que le Cameroun soit véritablement démocratique, nous devons éviter un Parlement
monocolore. J'ai invité les Camerounais à voter les listes de plusieurs partis. Bien évidemment, la liste de l'UPC. Tout va dépendre du langage qu'on va tenir aux électeurs. Parce que l'électorat n'est acquis par personne. Pour sa part, l'UNDP n'est pas en reste, qui dit avoir des arguments. Nous utilisons le verbe qui peut convaincre, nous utilisons la parole qui amène les gens à croire en nous, parce que nous savons que les Camerounais sont suffisamment intelligents et qu'ils savent faire le choix de ce qui est bon pour l'avenir de notre pays. Donc il y a des dates entre le 22 et le 23. Je suis très confiant parce que la situation dans laquelle se trouve la région du centre actuellement milite en la faveur du succès de l'UNDP. Les jours qui viennent verront certainement l'adrénaline monter un peu plus autour de cette campagne électorale. C'est une levée de bouclier contre l'injonction faite aux organes de presse, l'injonction de suspendre les émissions politiques jusqu'à la fin de la campagne électorale pour les sénatoriales 2018. Certains responsables des médias comptent réajuster leur programme afin d'éviter l'épée de Damoclès brandie par le Conseil national de la communication. Reportage Marcelin Gansop. La quasi-totalité des émissions à caractère politique programmées le week-end passé n'ont pas été suspendues. Preuve que les médias digèrent très mal la pilule, plutôt amère, prescrite par le Conseil national de la communication le 9 mars dernier. La décision est arrivée presque au même moment où il y avait les émissions à caractère politique qui étaient annoncées. Donc c'était difficile pour les présentateurs de ces émissions-là de réorienter parce que les invités avaient déjà été programmés. C'est vrai que c'est une nouvelle qui nous embarrasse parce qu'au même moment, nos émissions phares sont à caractère politique. Il y a anguille sous roche parce qu'en fait le CNC n'a aucune obligation d'imposer aux médias, surtout privés, de ne pas tenir des débats politiques. Donc on est libre de le faire. Peut-être qu'on peut être d'accord sur les orientations des thèmes choisis pour traiter des questions politiques en cette période de campagne électorale, mais on est en désaccord complet sur l'attitude du CNC, parce que le CNC, on ne sait pas si c'est un organe de régulation réellement, ou bien c'est un palais de justice, ou alors une juridiction qui est en charge de condamner, de supprimer, de sanctionner les médias dans ce pays. Les injonctions du CNC sont balayées du revers de la main par le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui a d'ailleurs lancé un cinglant appel au boycott. Ce qui embarrasse certains acteurs des médias qui reconnaissent par ailleurs que chacun est dans son rôle. Dans l'esprit de cette loi, c'est qu'il faut assurer l'équité et l'équilibre durant cette campagne électorale relativement naturelle qui arrive, qui est l'échéance la plus proche. Donc moi je me dis que le CNC, bon, on va dire dans son rôle de rappeler les médias que durant cette campagne, on doit suspendre ces émissions à caractère politique. Et autant le CNC dans son rôle, autant le syndicat national des journalistes du Cameroun dans le sien. C'est pour ça qu'ils pensent qu'effectivement ces émissions devraient continuer à être produites pendant cette campagne, parce qu'effectivement il y a un public cible que chaque média vise par rapport au rendu qu'il y aura dans ces émissions. Toujours est-il que certains responsables des médias sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'heure est à la réorientation des émissions à caractère politique pour ne pas prêter le flanc au désordre. Non, on ne fera pas le bras de fer, même si le syndicat des journalistes a indiqué qu'il fallait, n'est-ce pas, s'indiquer contre le CNC. Nous sommes une radio républicaine et pourquoi pas, ces 2 semaines, on fera les efforts de se soumettre et nous allons réorienter les émissions. On pourra regarder les autres aspects de l'actualité de téléphone. Le recadrage du CNC intervient alors que cette structure est de plus en plus vomi par certains acteurs des médias. La preuve, ces décisions sont de plus en plus contestées et ne sont plus exécutées, et notamment par les organes de presse, victimes de sa main lourde. La pression fiscale, l'insécurité et les tracasseries administratives continuent de plomber le développement du secteur privé. La plateforme réunissant le gouvernement et les opérateurs économiques peinent à impulser les réformes structurelles tant attendues. 9 ans après sa mise en place, le Cameroun Business Forum a essuyé les critiques de la part du président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, qui a exigé une nouvelle impulsion et des réformes du Cameroun Business Forum afin
que le gouvernement puisse davantage accompagner le secteur privé. Au courant de cette journée du Cameroun Business Forum, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont discuté avec les opérateurs économiques sur les enjeux de la mise en œuvre des réformes structurelles au Cameroun, mais aussi l'évaluation du classement Doing Business, où le Cameroun fait du surplace depuis une dizaine d'années. Nous prolongerons le débat sur les indicateurs du Doing Business, l'analyse des performances économiques du Cameroun avec le professeur Justine Defoe-Tukam. Elle est présidente du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires sur le continent. Elle a mené plusieurs études sur les performances économiques du Cameroun sur les 10 dernières années sur la base de l'indicateur du classement Doing Business. Parlons à présent de football avec la liste des 23 joueurs présélectionnés pour le match amical qui doit se jouer au Koweït. Et l'on constate qu'il y a le retour des anciens cadres dans des Lions indomptables, ceux qui avaient été considérés comme des joueurs bannis, et bien sûr l'entraîneur par intérim qui appréhende déjà le challenge à relever, celui de gérer les égos au sein de la tanière des Lions indomptables. Plus de précisions avec Ike Cyril dans ce reportage. La FECAFOOT l'avait annoncé. Le sélectionneur par intérim des Lions indomptables le confirme. Certains joueurs bannis de la sélection nationale sont de retour dans la tanière. Il y a des démarches qui sont effectuées et je voudrais vous faire remarquer ici que ces démarches sont faites en accord avec le sélectionneur que je suis. Nous avons eu l'accord de certains joueurs actuellement et c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent dans cette liste. Il y a Lannion qui a donné l'accord, il y a Choupo-Moting qui a donné son accord, il y a Kanabi qui a donné son accord, il y a Onana qui a donné son accord. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres joueurs qui avaient quitté la sélection, à l'instar de Joël Matip, Nicolas Nkoulou, Samuel Eto'o et les autres, sont également sur le chemin de retour. Les démarches vont continuer et nous espérons que ce soit moi, que ce soit celui qui viendra. Lors de la CAN 2019, nous aurons tous les Camerounais sélectionnables pour que nous puissions avoir justement cette sélection qui nous permettra de conserver notre titre. Mais déjà se pose un problème, celui de la gestion de ces cadres, notamment dans le secteur des gardiens de but. Je crois qu'il faut beaucoup de tact pour réussir à les gérer. Déjà avec Ondoa Onana, vous savez que ça n'a jamais été facile, même comme c'est des cousins. Maintenant, il y a Carlos qui s'ajoute. Vous comprenez que ce sera très très difficile. Et c'est à moi de les gérer et j'espère que je vais y arriver. Autre problème, il concerne les capacités physiques des joueurs qui effectuent leur retour dans la tanière. Certains parmi eux ont pris de l'âge. Moi je suis sélectionneur, si je dois jouer la CAN 2019, si j'ai un joueur de 40 ans qui peut me donner le résultat et gagner cette CAN, moi je vais l'appeler. Maintenant, s'il y a également un joueur de 17 ans ou de 16 ans qui peut me donner un résultat, je vais faire appel à lui. Sur son avenir personnel, à la tête des Lions indomptables, Alexandre Bellinga affirme qu'il ne souhaite pas continuer après cette phase intérimaire. Nous avons fait notre temps et c'est pour ça que j'ai demandé au président du comité de normalisation que je suis là pour assurer cette mission jusqu'à l'arrivée du nouveau sélectionneur. Et le jour où il sera là, je crois que je vais commencer à m'occuper de mes champs. Et c'est ce que j'ai dit au président du comité de normalisation. Si nous pouvons faire des résultats qui nous permettent de remonter au classement FIFA pendant cette période intérimaire, moi je serai très content et je pense que j'aurai réussi ma mission. Donc voilà l'accord entre le comité de normalisation et moi. 23 joueurs ont été convoqués pour le match amical du 25 mars prochain contre le Koweït. Le stage préparatoire démarre 4 jours avant, c'est-à-dire le 21 mars 2018. L'analyse de cette liste des Lions indomptables convoqués pour ce match amical, c'est à suivre dans le cadre de l'émission 100% foot qui interviendra juste après ce journal, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao.
Mais avant, c'est la deuxième partie du 20h consacrée à l'analyse de la problématique sur le climat des affaires au Cameroun dans le cadre du Cameroun Business Forum. Sur ce plateau avec nous, le professeur Justine Difo-Tchonkam. Je rappelle qu'elle est présidente du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires. Et vous avez mené des études sur les performances économiques du Cameroun sur les 10 dernières années, des études menées sur la base des indicateurs du Doing Business. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. Vous avez suivi cette rencontre, la 9e du Cameroun Business Forum entre le chef du gouvernement Philémon Yan et les acteurs économiques du Cameroun réunis à Douala. Et l'on a suivi le président du JICAM déplorer une fois encore les tracasseries administratives, la pression fiscale, un climat morose des affaires qui ne permet pas l'émergence des entreprises camerounaises. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, nous avons effectivement participé déjà à la réunion préparatoire du Cameroun Business Forum et aujourd'hui nous étions en tant qu'observatoire africain de la pratique des affaires au forum. Nous avons suivi comme vous les récriminations du JICAM en tant que représentant de la plateforme du secteur privé. Et effectivement, vous savez, le climat des affaires renvoie à une impression, à une perception. J'allais dire, comme dans certains pays et comme disent les anglo-saxons, à une température. Quelle est la température des affaires telle qu'elle est ressentie par les acteurs économiques et notamment par les opérateurs, les opérateurs de ce secteur-là? C'est ça, ils ont le sentiment, ils ont la perception, le reflet, ce que le miroir de l'environnement des affaires renvoie, c'est qu'effectivement, il y a les tracasseries administratives, il y a une trop forte fiscalisation de l'environnement économique et vous avez cité autre chose. Maintenant, la vérité, selon le secteur privé, c'est justement qu'il faudrait, n'est-ce pas, relâcher ces aspects-là. Il faudrait réguler davantage ces aspects pour pouvoir mettre en place un secteur privé qui soit véritablement le moteur de la croissance, qui puisse se mouvoir dans cette dynamique. Je souhaite qu'on s'attarde sur l'étude que vous avez menée concernant les performances économiques du Cameroun entre 2008 et 2017. Sur la base des indicateurs du Doing Business, on constate qu'on a à peine progressé de 7 points entre 2008 et 2017. Qu'est-ce qui explique cette stagnation du Cameroun dans le cadre des indicateurs du Doing Business? On a à peine progressé, pas de 7 points, mais de 9 points entre 2008 et 2017. On n'a pas fait du surplace, même quand on fait des petits points, des petites avancées, c'est quand même un mouvement, c'est quand même une dynamique. Ce n'est donc pas de la stagnation. En revanche, je veux dire par là que justement le Cameroun a progressé dans le classement entre 2008 et 2017, passant justement de 39 points à 47, presque 48. Mais maintenant, lorsqu'on compare cette évolution à celle des pays ayant pratiquement le même niveau de développement, des pays francophones que nous avons identifiés dans notre étude, à savoir le Sénégal, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, on se rend compte justement que le Cameroun a progressé moins vite que les autres pays, tout simplement parce que ces pays ont axé leurs réformes sur les domaines ciblés du Doing Business, c'est-à-dire les 10 domaines. Alors que nous avons mis l'accent, peut-être pas trop sur ces domaines, mais sur ce que vivaient effectivement, sur les difficultés que traversaient effectivement les acteurs économiques dans notre pays pour assainir l'environnement des affaires, ce qui n'était pas toujours en cohérence directe avec ce qu'attendaient les évaluateurs de la Banque mondiale. Justement, mais ces indicateurs du Doing Business correspondent aussi aux attentes du secteur privé au Cameroun. Il y a la création des entreprises, par exemple, où il y a toujours des difficultés à pouvoir obtenir les documents nécessaires pour créer les entreprises au Cameroun. Le Cameroun a certes engrangé des points, mais ne va pas assez vite par rapport, vous l'avez dit, aux autres pays africains et d'autres indicateurs sur lesquels on est en retard
par rapport à d'autres pays africains. Qu'est-ce qui explique cette difficulté, cette lenteur à mettre sur pied ces réformes-là? Pendant 10 ans, sur la centaine de réformes, comme je l'ai dit tantôt, le Cameroun Business Forum a identifié et a mis en œuvre, a identifié une centaine de recommandations et a mis en œuvre une vingtaine effectivement. Vous voyez, le CBF a un secrétariat permanent et ce secrétariat permanent travaille en cohérence, en intelligence avec les ministères concernés par les réformes à mettre en place. Ce qui n'est pas toujours... ça ne va pas de soi. Vous savez, en matière de création d'entreprises, par exemple, il y a les centres de formalité de création des entreprises qu'on peut citer et qui doivent être créés au niveau des régions également. Pendant tout ce temps, c'est cette année qu'on décide de décliner, ou si vous voulez, de créer des antennes de ces centres de formalité de création des entreprises au niveau des régions. Si ça avait été fait en même temps, l'impact, n'est-ce pas, l'impact aurait été plus vécu. Or, il se trouve aujourd'hui que le fait qu'on ne soit pas allé aussi vite dans l'implantation de ces centres a fait que l'évaluation ne soit pas toujours ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a également question de l'obtention des prêts qui continue de préoccuper les opérateurs économiques. L'accès au financement, c'est d'ailleurs le thème de cette 9e édition du Cameroun Business Forum, comment financer les petites et moyennes entreprises. Le président de la République avait promis en décembre 2017 qu'il allait, pour les pouvoirs publics, allait régler la dette due aux PME. Nous sommes déjà en mars 2018 et la question n'a pas encore été réglée. Alors, vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Il faut déjà dire que lorsque vous parlez de l'obtention des prêts, c'est l'indicateur création d'entreprise et celui de l'obtention des prêts, curieusement et paradoxalement par rapport à ce que vous dites, qui sont les deux qui ont permis au Cameroun de glaner 3 points en novembre dernier dans le dernier rapport Doing Business. L'obtention des prêts, c'est une chose, c'est tout autre chose, et le financement des PME, c'est quelque chose d'autre qu'il faut développer. Et quand vous parlez du paiement, du financement de la dette due aux PME, ceci renvoie justement à la promesse faite par le chef de l'État en fin d'année. Mais il faut aussi dire qu'en vivant les travaux du CBF, nous nous sommes rendus compte que l'interpellation du chef de l'État, si vous voulez, vient rencontrer et vient trouver le fait que le ministère de l'économie et le ministre des Finances avaient déjà commencé à rembourser pratiquement 80 milliards de crédits de TVA jusqu'en juin 2017. Ce qui fait que lorsque le ministre Motazé arrive, il décide, lui, ça c'est la bonne information qu'il nous donne, il décide d'initier un audit de la dette due aux PME pour 2 raisons. Pour au moins une raison, il faut éviter l'enrichissement sans cause. Dans la précipitation, il se pourrait qu'on rembourse de l'argent aux personnes qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas droit à ce remboursement. Et il se pourrait que dans la précipitation aussi, on cause une certaine injustice dans le traitement des dossiers de ceux qui auraient véritablement droit à ce remboursement. Donc c'est pour ça que, et là nous sommes d'accord là-dessus, qu'en toute chose, lorsqu'on arrive, il est important justement de faire le point sur l'état de la situation pour ne pas aller à l'encontre de l'éthique et, n'est-ce pas, et même de l'efficacité de la mesure qu'on veut mettre en place. Professeur Justine Dufoya, l'épineuse question de l'attractivité des investissements directs étrangers au Cameroun. Plusieurs mouvements patronaux estiment que le Cameroun est loin d'être une destination au regard du potentiel que regorge le pays et du rythme des investissements directs attendus. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne peux pas partager ce point de vue pour une raison simple. Moi, lorsque j'ai mené l'étude, je me suis rendu compte qu'il y a un réel déficit de communication en matière sur les réformes qui sont effectivement mises en œuvre dans notre pays. Et parmi les recommandations que je fais dans mon étude, c'est qu'il faut intensifier
le dispositif de communication institutionnelle, en sorte qu'au sorti du CBF, que toutes les réformes, les recommandations qui ont été prises et les réformes qui sont effectivement mises en œuvre soient communiquées, soient divulguées, soient vulgarisées, afin que les ambassades et les missions consulaires s'en approprient pour faire le travail qu'il faut faire au niveau international. Alors, la deuxième chose que nous remarquons, c'est justement que sur le point de l'attractivité de la destination Cameroun, il est important de dire que le classement du Cameroun aurait peut-être été amélioré justement si cette communication avait été faite et surtout si le référentiel du Doing Business avait été connu à l'avance. Pendant longtemps, on a décrié la méthodologie et on a décrié également le fait que le référentiel Doing Business n'était pas un référentiel consensuel, c'est-à-dire adopté, validé d'avance par les parties prenantes et diffusé, c'est-à-dire ce n'est pas la base, les éléments de référence, les éléments d'évaluation, voilà, les bonnes pratiques vers lesquelles on court ne sont pas connus d'avance. Et c'est cela qui a été reproché à un moment donné au référentiel du Doing Business. Aujourd'hui, c'est connu. Aujourd'hui, les 10 domaines sont connus. Et nous nous réjouissons d'ailleurs qu'au sorti de cette session du CBF, on s'est rendu compte qu'il y a eu 2 catégories de recommandations. Il y a eu des recommandations d'ordre général, et on peut les citer, au moins 4 recommandations d'ordre général. Et il y a eu des indicateurs, une dizaine d'indicateurs de mesures de la mise en œuvre des recommandations qui sont directement adossés aux 10 domaines du Doing Business. Ça fait 9 ans et pour nous, c'est très le important. gouvernement discute avec le secteur privé sur ces recommandations qui sont faites. Il y a une centaine, vous l'avez dit, qui avaient été formulées, à peine une vingtaine qui a été réalisée. Et du coup, le secteur privé a le sentiment que le gouvernement ne va pas très vite, alors qu'il y a des besoins importants pour les entreprises, alors que le marché camerounais est de plus en plus ouvert à l'invasion des produits venus d'Europe. Le président du GICAM, lui, a souhaité qu'il y ait une restructuration de cette plateforme du Cameroun Business Forum. Il l'a dit. Que pensez-vous de cette volonté de restructurer cette plateforme-là? Je pense que le moment est venu, d'autant plus que le CBF est à la croisée des chemins. Le CBF, qui était jusque-là soutenu et financé par la Banque mondiale, est rétrocédé à l'État du Cameroun. Le secteur privé, qui est véritablement le moteur, c'est-à-dire le porteur de la croissance au Cameroun, devrait crier à ce que sa voix soit entendue et devrait se sentir véritablement impliqué. On a passé le temps à parler de dialogue public-privé, de dialogue qui n'est véritablement pas effectif, mais il se trouve que dans le dialogue, effectivement, il y a 2 parties, il y a le secteur privé, il y a l'État, et jusque-là, après le dialogue, il faut qu'il y ait des points de convergence. Il faut trouver ces points de convergence, ce terrain d'entente, parce que qu'on le veuille ou non, au bout de la journée, à la fin de la journée, c'est encore l'État qui devrait, peut-être pas dans un costume d'État directif, mais dans un costume d'État régulateur, d'État facilitateur, d'État accompagnateur. C'est dans ce costume-là que le secteur privé, et notamment le GICAM, aimerait voir l'État, n'est-ce pas, dans ce partenariat qui permet, dans une convergence de vues, de mettre en œuvre les recommandations du CBF. Merci, professeur Justine Difo. Je rappelle que vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires sur le continent. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Et juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot consacrée à l'analyse de cette liste des 23 lions indomptables convoqués. Sylvestre Hippolyte, vous êtes déjà bien installé. Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Cédric. Alors, cette liste de l'entraîneur par intérim des lions indomptables, avec le retour des anciens cadres, comment
comptez-vous bien sûr analyser cela durant l'émission? D'abord, il faudra faire comprendre à nos téléspectateurs pourquoi ces joueurs-là qui avaient décidé de ne plus venir dans la tanière depuis ont finalement répondu à la convocation d'Alexandre Belinga. Vous l'avez signalé tout à l'heure, il est entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun par intérim depuis vendredi dernier. Et on le sentait venir aussi, il faut le savoir, puisqu'on en a parlé sur les antennes d'Equinox Télévision. Il y a eu cette rencontre du côté de l'Europe entre le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Dieudonné Api, Samuel Eto'o-Fils et la plupart de ces joueurs qui ont été convoqués, Jean-Armel Kanabiyik, Alan Nyom, Idriss Carlos Kameni, ils sont 7 environ qui ont répondu à l'appel du sélectionneur. Mais du coup, il y a également cette nouvelle polémique qui est en train de naître. On se pose la question de savoir si ça ne va pas davantage pourrir l'ambiance au sein de cette tanière. Ceux qui n'ont pas été appelés, est-ce qu'à leur tour désormais ne doivent pas se considérer comme des bannis? Donc c'est une émission qui sera intéressante à suivre tout à l'heure sur les antennes d'Equinox Télévision avec des techniciens de football, des consultants, des analystes, des agents FIFA, de joueurs pour essayer de comprendre notamment les mécanismes de recrutement d'un entraîneur au sein de la sélection nationale de football du Cameroun. Rendez-vous pris donc juste après ce journal avec Sylvestre Hippolyte Zangaou qui présente l'émission 100% foot. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sous cette même antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce mardi 13 mars 2018. On commence tout de suite par la région du centre à Yaoundé où on aura du soleil qui sera voilé par quelques nuages le matin avec une fréquence de nuages et d'éclaircies qui occupera l'après-midi ainsi que la soirée. Les températures se situent entre 20 et 33 degrés. On reste dans le centre à Bafia. Les nuages et éclaircies alterneront au courant de la journée ainsi qu'en soirée. Les températures se situent entre 23 et 35 degrés. Dirigeons-nous dans la ville de Bamenda située dans la région du nord-ouest. Des averses alterneront avec des éclaircies durant la matinée avec une fréquence de nuages et d'éclaircies à mi-journée. En soirée, on aura la présence des averses pouvant être généreuses. Les températures se situent entre 19 et 27 degrés. Dans la ville de Bertois, située à l'est du pays, on aura une journée plutôt ensoleillée. On note en soirée une fréquence de nuages et d'éclaircies. Les températures varient entre 22 et 36 degrés. Au sud du pays, précisément dans la ville d'Ebolova, on aura une petite fraîcheur matinale avec l'arrivée des averses dans l'après-midi. En soirée, les pluies seront fortes. Sortez couverts de ce côté. Les températures varient entre 21 et 32 degrés. Dans la ville de Bouda, située à l'ouest du Cameroun, on aura